Salut, Yann Lemieux, artiste peintre. Je viens d'avoir un super bel échange avec Steve et Alexandra, deux intervenants qui œuvrent dans la prévention du suicide. Donc oui, on va parler de suicide. C'est peut-être un sujet sensible pour certaines personnes en ce moment. Donc si ça vous touche particulièrement, c'est peut-être pas le podcast le plus approprié, mais pour les autres, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense vraiment que tout le monde peut apprendre quelque chose ici aujourd'hui. On est là, on en parle parce que j'organise le collectif Sentinelle, qui est une exposition collective où plusieurs artistes se réunissent en peinture, en sculpture, puis ils ont créé des œuvres spécialement pour l'occasion, puis il y a une partie des profits qui va être remise au Centre de prévention du suicide de Québec. Je les ai beaucoup connus dans les dernières semaines en collaborant avec eux dans l'organisation, puis je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de services qui sont peu ou pas assez connus auprès de la population. Donc voilà, on est là pour en parler dans les locaux de Sans Opinion. C'est grâce à eux qu'on peut le faire. Ils nous offrent gracieusement leur équipement. Ils s'occupent de l'enregistrement, du montage de feu que vous allez voir. Donc un gros merci à Sans Opinion. Allez les suivre. Puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Puis j'espère que ça va vous toucher puis que vous allez apprendre quelque chose avec ça. Bon, fait que on est là pour parler de suicide aujourd'hui. C'est délicat, c'est un sujet qui est lourd, c'est tabou aussi, mais il faut en parler. Pourquoi c'est tabou comme ça, le suicide? C'est une grande question. En fait, Ouais, excuse-moi, je pourquoi te pitch ça au début comme ça. Le suicide. En fait, ça fait partie quand même de l'histoire du Québec, là. Aussi, le suicide, c'est un phénomène qui est grave puis qui est difficile en soi. Hein. Quand quelqu'un décide de se donner la mort, là, c'est particulier aussi, ce qui fait que je pense que c'est un tabou. Ça amène aussi des répercussions complexes au niveau du deuil, par exemple. Là. Pourquoi on Puis quand en tu parle dis, pas? tu sais, qu'au niveau historique, il y a comme quelque chose avec le suicide, il faut comprendre que dans le temps, le suicide, une personne qui tentait de s'enlever la vie était passible de 2 ans d'emprisonnement. Tu sais, de 1927 à 1972, c'était criminalisé ce comportement-là. Ouais. Puis quand une personne décédait par suicide, elle ne pouvait pas être enterrée dans un cimetière, c'était la fosse commune, puis elle n'allait pas au paradis. Donc, c'est un enjeu religieux aussi. Oui, légal et religieux. Il y a comme eu un interdit légal et religieux dans l'histoire du Québec en lien avec le suicide qui fait que, nous, on ne l'a pas connu, on n'était pas nés nécessairement, mais ça reste qu'il y a une espèce, dans les mémoires collectives, de tabou. Puis je pense aussi que le suicide, c'est que ça confronte beaucoup de croyances, de valeurs profondes. Il y a des gens pour qui le suicide, c'est pas une issue acceptable. Il y en a que, dans certaines circonstances, c'est peut-être correct de s'enlever la vie. C'est un sujet qui est délicat comme d'autres sujets, là, que ce soit la politique ou tout ça. Mais le suicide, en plus, les gens y ont été touchés. Beaucoup de gens ont connu une histoire de proche ou de loin. Fait que je pense que ça brasse beaucoup d'affaires. Puis c'est ça qui me surprend aussi, parce que justement, il y a tellement de monde qui sont touchés par ça, qui sont endeuillés par le suicide. Puis je trouve que je veux pas enlever aucune importance, mettons, à cause du cancer, à cause des enfants en milieu défavorisé qui sont mal nourris, mais on parle tellement facilement de ces causes-là. Il y a tellement des initiatives qui sont déployées, mais je trouve que le suicide, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, qu'on est là, parce que je me suis rendu compte qu'en collaborant avec vous, avec des intervenants du Centre de prévention du suicide de Québec, que c'est trop méconnu. On a tellement à connaître, vous faites tellement plus que ce qu'on pense que vous faites. Fait que je trouve ça vraiment important. Puis je pense aussi que ça commence, pour faire de la prévention, on n'a pas le choix d'en parler. Oui, ça passe par là, assurément. Là. Je t'ai coupé il y a à peu près il y a quelques minutes, excuse. Non, okay. C'est super, puis on est là pour ça, pour se couper la parole. Oui, c'est ça. On a eu l'autorisation. Oui, la parole en podcast. Non, c'est super beau, puis c'est complexe. Hein? J'aime jamais dire que c'est à cause de ça ou à cause de ça. Quand on parle de suicide, on peut jamais dire d'abord qu'une personne s'est enlevée la vie à cause de telle affaire. Il y a beaucoup de choses. L'être humain, il est multidimensionnel. Hein? Il y a l'aspect biologique, psychologique, il y a l'environnement qui joue. C'est complexe, puis ça existe depuis toujours, j'ose croire, le suicide. Là. C'est pas de quoi qui est nouveau. Fait que ça a traversé les âges. Puis, c'est ça, on commence à comprendre mieux ce qui peut nuire dans les façons d'en parler, ce qui peut aider. Puis, dans nos façons d'accompagner les personnes en détresse, on commence à être pas pire. En fait, j'ose dire qu'au Québec, on est quand même sa coche par rapport à l'intervention. Auprès des personnes là, suicidaires puis en prévention de suicide, on est un modèle. Là.
international au Québec. Je pense aujourd'hui, que c'est là. le premier centre de prévention au Canada. Je pense que Ouais. c'est lui de Québec. Oui, Ouais. c'est lui à Québec. En 78, on a ouvert nos portes. Là. Au début, c'était qu'une ligne d'intervention téléphonique avec principalement des bénévoles. Là. Ou même, j'ai envie de dire, c'était pas une ligne d'intervention à ce moment-là, c'était une ligne d'écoute. Fait que c'était plus passif, on écoutait un peu plus. Quand on dit différence entre ligne d'intervention puis ligne d'écoute, intervention, c'est que ça va être des gens professionnels avec des formations où ils vont vraiment intervenir, conseiller, des fois aussi challenger un peu la personne, tandis que ligne d'écoute, ça va être un peu plus de l'écoute active. Là. Ou même ils auront d'indications de ne pas émettre d'opinion puis pas d'émettre de conseils même. Il y en a-tu encore de ça? Oui, puis il y c'est en quand a même plusieurs, important. là, Ça reste puis- important, je pense, des lignes Ouais, d'écoute. vraiment. C'est deux besoins différents. Ami, mettons, Ouais, exact. à qui se confier, pourrait C'est appeler ça. là, sans... Je pense que les personnes isolées, il y a des vraiment. gens des fois qui appelaient au CPS quand je travaillais là puis qui n'avaient pas nécessairement d'idées suicidaires. Là, donc, c'est sûr que nous, on était à une ligne d'intervention de crise. Fait que cette personne-là, je prenais le temps de valider des fois 2-3 fois si elle ne pensait pas au suicide. Mais après ça, si réellement elle ne pensait pas au suicide, là, on la dirigeait vers une ligne qui répond à son besoin. Ouais. OK. Et puis, je suis curieux, là, clairement, vous connaissez, vous maîtrisez votre sujet en tant qu'intervenant spécialisé là-dedans. Comment on devient un intervenant qui travaille comme ça, justement, dans la prévention du suicide? Comment on devient un intervenant en prévention du suicide? Bien sûr, ça passe par tout type, j'ai envie de dire, de formation professionnelle en lien avec la relation d'aide. Là. Autant technicien, bachelier que même doctorant, là, j'ai envie de dire. Là. Puis il faut avoir un intérêt pour la prévention du suicide, la gestion de crise surtout. Tu sais, ça prend des gens qui sont pas trop nerveux, qui ont la capacité quand même d'adaptation développée, puis beaucoup de créativité aussi. Parce qu'en gestion de crise, on le dit, c'est jamais pareil. On a besoin de réagir rapidement. Fait que comment on fait? C'est d'avoir une base, j'ai envie de dire, dans un ou plusieurs cursus scolaires en relation d'aide, puis d'envoyer votre CV. Ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, on va vous accueillir, bien entendu, un intervenant qui arrive chez nous ne fera pas tout de suite une intervention de crise suicidaire. Là. Il y a tout un processus quand même pour augmenter l'aisance, puis apprendre nos outils là, qu'on utilise. Puis est-ce que par curiosité, les intervenants justement qui travaillent au centre de prévention du suicide, est-ce que c'est beaucoup du monde qui ont été touchés par le suicide ou pas nécessairement? Pas nécessairement, j'ai envie de dire de ma connaissance, parce que j'ai probablement des collègues qui ont vécu des choses qui m'en auront pas partagé, là, mais c'est pratiquement 50-50, j'ai envie de dire. T'sais, ça prend des gens qui sont quand même sensibles à la cause, sensibles à l'individu, surtout, parce qu'on a quand même... on a accès à quelque chose chez une personne en détresse que personne d'autre va voir. T'sais, généralement, on va avoir la personne dans le moment le plus vulnérable de sa vie. Puis à quelque part, c'est précieux ça aussi, que cette personne-là a été capable de demander de l'aide. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se sente bien, entourée, qu'on l'accompagne au meilleur de nos capacités. Fait ça prend une grande sensibilité aussi pour travailler dans ce domaine pointu-là de la relation d'aide, j'ai envie de dire, là. Tout à fait. Il faut être à l'aise dans cet espace-là où la personne elle va se livrer dans ce qui lui fait mal, puis il faut être capable d'accueillir ça, d'entendre cette souffrance-là, mais aussi de l'amener vers de l'espoir. T'sais, une ligne d'écoute, la personne va plus écouter la personne qui va répéter sa souffrance, puis ça risque peut-être de grossir aussi. Ce qu'on sait dans nos approches là, actuellement, c'est que de tout le temps répéter le problème, puis parler de ce qui fait mal, puis la souffrance, c'est que ça grossit un peu comme une loupe. C'est pas nécessairement la chose à faire. Il faut être capable aussi d'accueillir ce qui fait mal, ce qui est dur, mais d'aller voir que la personne, ce qu'elle ne voit pas, ses angles morts. Parce qu'à un moment donné, elle est comme dans une vision de tunnel. Puis nous, on essaie de la reconnecter avec la partie qu'elle veut vivre, avec que ce soit des valeurs, des rêves enfouis, des personnes qui sont là, mais qu'elle ne le voit plus. Il faut avoir envie, ça prend assurément quelque chose, des qualités particulières pour travailler en prévention de suicide, puis une sensibilité particulière. Puis il y a une formation, bien sûr, comme Alexandra, ce qu'elle dit, c'est que tu peux pas, ça prend un background académique en relation d'aide, mais on va aussi te former en prévention du suicide. Puis c'est un peu même ton rôle actuellement. Hein? Tu es formatrice. Et moi, c'est ça, j'étais aussi... j'ai été intervenant là, au CPS de Québec, formateur. Là, actuellement, je suis plus dans une autre organisation comme conseiller à la formation, mais
il y a aussi une approche particulière qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école. Pas du tout, même. Puis c'est intéressant parce que j'avais cette discussion-là ce matin avec des intervenants, entre autres du CIUS, là, qu'on formait. Puis il me disait, tu sais, nous, à l'école, ce qu'on apprend, c'est de creuser le problème. C'est d'aller comprendre pourquoi telle chose donne telle affaire. Puis là, ce qu'on veut, c'est trouver une solution pour rétablir la ligne directrice entre ces deux-là. Tandis que bien souvent, tu sais, puis ce qu'on fait en prévention du suicide, notamment, tu sais, susciter de l'espoir, c'est bon en prévention du suicide, mais c'est bon partout. Tu sais, de se concentrer sur la personne, de faire ressortir ses forces, de... Aussi, quand on le remarque, tu sais, que cette personne-là, pour X raison, elle nous a démontré qu'elle était compétente dans tel XY aspect de sa vie. Tu sais, ce qu'on veut, nous, c'est d'y redonner de la puissance, tu sais, de la refaire sentir fort. Comme en quelque sorte, justement, vers ces choses-là, pour reconnecter. Comme. Ouais. Ben, tu sais, on le sait, hein, on a tous déjà vécu des émotions difficiles, assurément. Tu sais, on a tous un passé, un présent, un futur. Puis la personne qui pense au suicide, souvent, c'est super difficile d'imaginer son futur. Fait qu'on essaie de voir aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on peut récupérer dans ce passé-là. Tu sais, qui n'a pas tout le temps été souffrant non plus, mais que quand on vit un événement super intense, ben c'est dur de voir à l'extérieur de cette souffrance-là, tu sais, de se dire « Hey, décolle-toi, là, ou va te changer d'idée, tu vas voir, là. » C'est super facile à dire, c'est hyper difficile à faire. A des œillères, puis tu veux y enlever d'un côté du passé pour être capable de l'enlever, lui, vers le futur, comme. Ben, en partie, ouais. Tu sais, les gens, dans le fond, ils ont traversé des bouts difficiles dans leur vie. Fait qu'on leur pose des questions. Tu sais, parle-moi d'un moment où ce qui a été difficile puis tu as réussi à passer à travers. Qu'est-ce qui t'a aidé? Qui était là pour toi à ce moment-là? Tu sais, on va mettre l'emphase sur... Pas sur toutes les difficultés qu'ils ont vécues, les fois que ça sont fait laisser, les fois que ça a été difficile, mais qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter ça? Puis là, on va mettre en lumière des qualités de la personne, des forces, des gens qui sont là, des activités qu'elle aime, qui ont peut-être sauvé la vie, tu sais. T'es un artiste, Yann, tu sais, combien de gens que l'art les a peut-être sauvés? Il y en a qui disent ça, on l'entend souvent. Moi, la musique m'a sauvé, l'écriture m'a sauvé, la peinture m'a sauvé. Ouais, tu sais, fait qu'on va aller, on est à l'écoute des gens, puis on part de ce qui fait sens pour eux, puis on essaye de... des accompagner dans cette vallée noire-là, des fois, tu sais, c'est pas facile. Puis des fois, ça fait pas de sens, puis c'est correct, tu sais, on n'est pas obligé de faire du sens là, mais on est là comme juste pour soutenir la personne. On n'est pas des sauveurs, on sauve pas personne, même si des fois, les gens peuvent des fois appeler au centre à Noël. Je me rappelle, je travaillais le 24 décembre, puis il y a quelqu'un qui appelle, puis il nous dit « Hey, moi, je veux vous appeler parce que vous m'avez sauvé la vie. » Puis, fait que les gens, des fois, ont beaucoup de gratitude par rapport à la façon qu'ils ont été soutenus, tu sais. Mais ouais, c'est ça, on s'intéresse à la personne puis à ses solutions à elle. On n'est pas là pour proposer des solutions toutes faites à la personne. On travaille ensemble. On s'intéresse vraiment à ce qui est encore vivant, pas à ce qui est déjà mort. En fait, c'est surtout ça. On veut faire grandir, fleurir les petites souches là, qui restent. Là. Ouais, c'est ça, ramener un peu de soleil dessus quand ils sont trop à l'ombre. Puis ça, dans le fond, tout ça, ce que vous faites justement, ces interactions-là, ça se fait par téléphone majoritairement? Un peu des deux, hein. Il y a du face-à-face qui se fait. Il y a des suivis en face-à-face là, gratuits de plusieurs rencontres avec la même personne. Mais ça, est-ce qu'une personne, mettons, appelle, dit je veux rencontrer quelqu'un, ou c'est vous qui jugez selon la situation? C'est un peu des deux. Tu sais, la personne, quand elle appelle, elle peut nommer son besoin, ce qu'elle aimerait. C'est sûr qu'avant de commencer un suivi, il y aura toujours une première estimation, puis une première rencontre téléphonique pour voir si ça s'applique. Fait que la porte d'entrée, c'est le téléphone, hein? Puis c'est le principal service, mais il y a des suivis, il y a des rencontres, des groupes d'endeuillés, les personnes endeuillées par suicide. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup, hein? Ben effectivement, la porte d'entrée, c'est le téléphone. Fait que pour peu importe les raisons qu'on souhaite obtenir un service au CPS, ben on appelle. Puis à ce moment-là, en fonction des besoins, ben effectivement, on va faire un premier tour là, de la situation de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi ses besoins? Puis si jamais on juge par cet appel-là que c'est difficile de nous parler au téléphone, là. C'est même la personne elle nous nomme, elle trouve ça froid, par exemple. Ben nous, on a des plages horaires disponibles, puis ça, c'est au Centre de prévention du suicide à Québec. Là. Ça se peut que dans d'autres centres au travers du Québec, il y ait des services qui sont différents. Il y en a partout dans la province, c'est ça. Oui, il y en a dans chacune des régions administratives. Là. Puis si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il y a 17 ou 18 centres de prévention du suicide maintenant. Ouais, même si c'est pas un peu plus, mais ouais, peut-être plus. Il y en a partout, mais c'est
pas toujours la même offre de service. Mais c'est facile d'être Oui. redirigé. Une personne qui, mettons, qui habite, je sais pas, à Poigny-Gamouc, Oui. ben, elle n'a pas besoin de chercher le numéro du centre de prévention parce qu'il y a un numéro général, Exact. je pense, qui est retiré. Oui, c'est Exact. le 1866 appel. Ouais, on va le mettre dans On le va bas de le l'écran, mettre, là, on mettre va dans le message, dire. on va le mettre partout, c'est sûr. Ouais, c'est Ok. ça. Puis ce qu'Alexandra a dit, ça m'a fait penser à un moment donné, quand je travaillais justement au CPS, tu sais, il y a un monsieur qui avait un problème d'audition, il n'entendait pas bien, puis Oui. il était en colère, il était vraiment fâché parce que ça fait genre 4-5 numéros de téléphone qu'on lui donne, puis on l'envoie partout, puis il était écœuré de répéter la même affaire, Ouais, tu je sais. comprends. Ouais, puis à un moment donné, c'est drôle parce qu'il pense que je suis une femme, tu sais. Fait que là, je dis, monsieur, je pense qu'on s'entend pas, vous m'entendez pas, ça n'a pas l'air facile. Je dis, moi, je vous propose qu'on se rencontre tantôt à 1h, tu sais. Puis, Oui, comme Alexandra disait, on a des plages horaires de disponibles pour, à un moment donné, faciliter ça quand c'est pas possible au téléphone. Puis, il est venu, puis il a pris 2 autobus, puis je me rappelle, j'avais comme, on valide ça, tu sais, Caroline, hein, c'est pas rien. Merci d'être là, puis d'avoir tout fait ce. Tu sais, on avait ri. Persévérance-là, là, tu sais, Ah, c'est d'appeler. dur pour d'appeler pour une 5 personne numéros. à base. Ouais. Puis en plus, quand ils rencontrent des obstacles comme Ouais, ça pour se ouais. rendre jusque-là. Ah, ben moi, c'était comme, wow, bravo d'être là. Puis Ouais, on a eu ouais. une rencontre touchante avec des cris, des pleurs, puis ça finit qu'une bonne poignée de main. Puis, tu sais, le monsieur, il y a eu un suivi tout après, là, tu sais, que dans les semaines qui ont suivi, là. Fait que, ouais. Puis. Mais- Oui, ben oui, vas-y. Ben, tout ça pour dire qu'effectivement, tu sais, on a des plages horaires disponibles à tous les jours, des plages de crise, là, des rencontres ponctuelles qu'on appelle. Fait que dans un contexte comme ça, on pourrait inviter un client dans la journée même à venir nous rencontrer, ou même, tu sais, on a un client vraiment en crise, là, puis il dit « Ben moi, je veux venir vous voir, je veux venir vous voir. » Ben on le fera pas, ben attends une minute, faut se parler au téléphone. On va dire « Ben non, tu sais, venez nous voir. » Puis on prend pas des gens nécessairement sans rendez-vous, mais s'il y a des gens qui se pointent au centre, ben assurément qu'on leur dira pas « Hey, la porte d'entrée, c'est le téléphone. » Ben oui, c'est sûr. On va les accueillir, on va trouver une façon de rencontrer cette personne-là, on va faire rentrer des effectifs s'il faut. Fait que, Puis tout ça, là, je tiens à ce qu'on le dise, c'est vraiment confidentiel. Hein, oui, avec un oui, appel. 100%. Ça sera pas communiqué nulle part. Non. Puis, C'est ouais, vas-y. Même on est un organisme communautaire, là, fait qu'on fait pas partie pantoute du réseau de la santé, des services sociaux, fait que, tu sais, on... C'est hyper précieux, cette confidentialité-là, Oui. puis on tient à la préserver. Puis des fois, il y a des proches qui pourraient nous appeler, puis « Hey, j'aimerais ça savoir si telle personne a appelé, moi, est-ce que mon chum vous a appelé? » On peut pas vous le dire, on le sait pas. Pareil pour que ça soit n'importe qui. Tu sais, à moins que la personne qui a un besoin, elle nous autorise. Des fois, on va demander une autorisation d'échanger des renseignements pour mieux aider la personne. Parce qu'entre intervenants, ça peut être une bonne affaire aussi de pouvoir se parler. Oui, parce que Mais- toi, t'es pas là, t'es pas nécessairement là quand il va rappeler la fois d'après. C'est ça. Puis les gens, des Non. fois, ils ont d'autres ressources. Ils vont chercher de l'aide ailleurs. Puis si les gens se parlent pas, ça fait que des fois, il y a de l'info qui peut se perdre, puis de l'info importante pour mettre un filet de sécurité. Mais on peut pas faire ça si la personne ne nous autorise pas. À moins qu'il y ait un danger immédiat. La loi prévoit toujours, tu sais, dans un danger de 48 heures et moins, que la confidentialité ne tient plus. Mais c'est quelque chose qu'on veut respecter, qui est important de respecter. Puis la personne aussi, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'elle a elle peut nous dire, ben oui, je vous autorise à échanger l'information avec telle personne. Fait que c'est un peu ça le contexte. Fait qu'on travaille dans ce cadre-là. Là. Oui, puis tu sais, la confidentialité va beaucoup avec la transparence. Puis je pense que c'est tu me corrigeras, Steve, mais c'est une des valeurs premières, j'ai envie de dire, du Centre de prévention du suicide de Québec, tu sais, des intervenants, d'être transparents. Tu sais, nous, on fera, en tout cas dans des cas très, très rares, si on a affaire à intervenir les soins d'urgence, on le dira pas à la personne. Même si elle n'est pas volontaire, même si elle n'est pas d'accord, même si ça peut augmenter la crise parfois, tu sais, j'ai envie de dire, on va le nommer. C'est important de même au bout d'essayer de préserver tout le lien qu'on peut garder parce que si tu brises avec cette la confiance-là, personne. après, Tu sais. ça doit Ouais. être tellement Fait que la dur personne, après, elle tu pourra pas dire « Vous avez fait ça dans mon dos ». Ben non, tu sais, on a été honnête avec vous. On vous l'a dit à ce moment-là, tu sais, qu'on voulait agir un peu plus en ce sens-là. On vous a laissé l'opportunité, par exemple, de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives. Mais en ce moment, tu sais, ça fonctionne pas. Tu sais, vous êtes pas en contrôle ou tu sais, vous êtes pas suffisamment en équilibre pour être tout seul à la maison. Pas personne qui peut venir vous retrouver, admettons. Ben c'est là où... Même si la personne n'est pas volontaire, on va tranquillement la diriger vers le fait qu'elle se dirige vers l'hôpital avec d'autres vas y montrer professionnels. pourquoi c'est ça. Ben, la on va bonne y solution. expliquer. Elle va Ouais. comprendre pourquoi on agit de cette façon-là. Fait que c'est important, ça aussi, parce que beaucoup de gens ont peur de communiquer. Tu sais, la majorité des gens, souvent, les premières fois qu'ils appellent, là, une des premières questions, c'est « Vous m'enverrez pas à la police, là? »
Ouais. Ben ça, je voulais vous demander justement, le monde qui ont peur d'être internalisé, mettons, ou internalisé, institutionnalisé, c'est quoi le terme? Interné, interné, on se comprend qu'ils ont peur que ça finisse en psychiatrie à la police direct. Ouais. J'écoutais une entrevue justement récemment, puis c'est un infime pourcentage qui se rend là. Exact, c'est ça. Je suis même pas prête à dire qu'on envoie... C'était 1%. Ouais, c'est ça, moins d'1% que j'ai entendu. Ouais. Ben, assurément, moins d'1%. Là, à Québec seulement, on a à peu près 70 appels par jour sur 24 heures, là, ce qui est quand même beaucoup. Puis, on n'envoie pas les soins d'urgence à toutes les semaines. Là. Sur 70 quand appels ça se rend par... là, j'imagine aussi, c'est que ça a à se rendre là. Oui, c'est que la personne est en tentative ou sur le point de le faire. Il n'y a pas d'autre. Parce que dans la formation, des intervenants sont formés pour estimer la dangerosité. Souvent, il y a des gens qui vont dire, tu sais, puis ça, je pense que c'est un message, une question importante à jaser entre nous. Il y a des gens, des fois, qui ont l'impression que, surtout avec les personnes qui vont dire souvent des propos suicidaires ou qui ont fait plusieurs fois des comportements, il y en a qui vont dire, ben, tu sais bien, on en parle tout le temps, on le fera pas. Puis, pour savoir si la situation actuelle est dangereuse, il faut vraiment avoir une formation qui permet, d'utiliser un outil qui permet d'estimer la dangerosité. On n'a pas le luxe de penser que telle personne, elle le fera pas parce qu'elle le dit souvent ou elle a fait d'autres comportements. C'est un peu comme le petit gars ou l'homme qui crie au loup, là, qui, quand il n'y a pas de loup, puis qu'à un moment donné, il y en a un pour vrai, puis plus personne ne le croit. Monsieur, madame, tout le monde, il est trop biaisé aussi dans la situation pour être capable d'analyser ça objectivement, sûrement aussi. Là. Tout à fait. Fait que si, mettons, l'intervenant du CPS juge que la chose à faire en ce moment, c'est d'aller à l'hôpital, c'est parce que assurément, il a passé à travers tout le portrait de la situation avec la personne, puis c'est la chose à faire. Il y a des gens aussi, tu sais, qui vont réaliser, je pense que je suis rendu là, puis je vais y aller, tu sais. Donc, souvent, les intervenants, ils travaillent, ils réussissent à aller chercher la collaboration de la personne. Mais l'idée, c'est aussi de ne pas attendre d'être rendu au pied du mur pour appeler un CPS, tu sais. Tu penses au suicide, tu n'as pas de plan, tu n'as pas de moyen en tête, appelle. Ça te passe dans la tête des fois, il y a une souffrance qui est là. Donc, plus que les gens... Puis ça, les hommes, on n'est pas pire pour attendre longtemps avant d'appeler, tu sais. Fait que c'est un peu le message. Attends pas d'être rendu perdu pour demander ton chemin, tu sais. Puis tu sais, tu parles de ça justement, tu dis le plan, le moyen. Ça me ramène à une formation que j'ai suivie avec toi la semaine passée, la formation Sentinelle. Puis c'est en allant là que j'ai réalisé encore plus l'importance de faire ce podcast-là, de m'impliquer pour le Centre de prévention du suicide, parce que, je l'ai dit plus tôt, on n'imagine pas tout ce que vous faites. Puis justement, la formation Sentinelle, je trouve ça incroyable. J'en parle à tout le monde autour de moi. Personne connaît ça, ça me fait capoter. Fait que j'aimerais ça que vous nous disiez c'est quoi, parce que c'est tellement accessible, c'est tellement positif. Puis faut qu'on fasse connaître ça, là. Puis d'abord, merci Yann pour tout ce beau projet-là puis ton implication. Tu sais, c'est une affaire de faire une initiative pour ramasser des fonds pour un organisme, mais ça n'est un autre de toi-même dire je vais faire un pas de plus, je vais aller suivre la formation. Tu as même invité des autres artistes qui s'ils pouvaient être disponibles à venir. La formation Sentinelle, tu sais, ça existe depuis au moins là, les années 2000. En fait, avant 2006, ça existait. C'est fou, ça fait aussi mais elle a été vraiment lancée par le le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2006. C'est ça, c'est qu'avant, chaque CPS un peu partout avait sa formation Sentinelle. Okay. Des fois, elle durait 3 jours, des fois, c'était une demi-journée. Puis là, chacun la mettait à sa sauce un peu. Il n'y avait pas un programme universel. Exact, c'est ça. Mais c'était super, ça vient des CPS quand même, cette formation-là. Puis là, à un moment donné, dans le cadre, mettons, d'un plan là, d'action sur la santé mentale, le ministère a dit, on aimerait ça, tu sais, qu'il y ait une formation uniformisée. Puis là, il y a eu des différents acteurs, dont la QPS, qui a contribué à... C'est quoi la QPS pour les gens qui ne connaissent pas l'acronyme? C'est l'Association québécoise en prévention du suicide. C'est un autre organisme communautaire, mais au niveau national, provincial. Donc, moi, je travaille pour la QPS en ce moment comme conseiller à la formation. Une des différences, c'est que la QPS ne vont pas offrir des services spécialisés, ne feront pas d'intervention. C'est vraiment un peu plus réservé au CPS. Par contre, la QPS va déployer des formations, créer des formations sur mesure, puis travailler à ce qu'on en parle. Pour les intervenants ou pour le grand public? Pour tout le monde, en fait. Monde. La QPS va faire des formations pour les intervenants, mais aussi grand public, puis on fait beaucoup de sensibilisation dans la semaine de prévention, puis tout le temps pour rejoindre les gens qu'on a plus de difficultés à rejoindre. Fait que c'est des missions complémentaires. On est comme des grands partenaires, la QPS et l'ensemble des CPS. On travaille ensemble en complémentarité, là. OK. Ouais. C'est vraiment eux qui détiennent plus l'expertise au niveau de la recherche du développement, tandis que c'est un peu plus, en fait, pas un peu plus, c'est les CPS qui détiennent l'expertise terrain, en fait. OK.
Je comprends. Puis c'est ça, dans le fond, la formation Sentinelle, c'est grand public, ce que j'ai fait. Puis, moi, dans le fond, j'allais te demander de l'expliquer. Je vais essayer de l'expliquer dans mes mots. Puis c'est un bel exercice, ça. Parce que j'en ai parlé beaucoup, justement, autour de moi. Puis je me suis rendu compte que puis même une semaine après, je comprends à quel point c'est capital comme formation parce que ça rentre dans la tête. Puis tout le monde me dit... Il y a la question, si quelqu'un dit, tu demandes à quelqu'un, as-tu des idées suicidaires? La personne te dit oui. Qu'est-ce que tu fais avec cette réponse-là? Puis aujourd'hui, là, je me sens outillé. Là, j'ai l'impression que si quelqu'un me disait oui, répondait positivement à ça, négativement, positivement, on s'entend, j'aurais les deux pieds ancrés, puis je saurais quoi dire, je saurais comment réagir. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu parce que comme tu l'as si bien dit, là, je te paraphrase, mais t'es pas là pour intervenir, t'es là pour accueillir puis pour rediriger aussi, parce qu'on tombera pas pantoute dans l'intervention. Là, c'est pas après 8 heures de formation qu'on devient un thérapeute, clairement pas. Ouais. Puis... C'est ça, moi, c'est vraiment ce que je retiens de cette formation-là. Puis que, tu sais, il y avait moi dans la salle, il y avait, là, je vais inventer des noms, il y avait Mélanie, 72 ans, il y avait une autre personne qui avait tout du monde avec des emplois différents, du monde de n'importe où. Puis, c'est là que j'ai appris aussi qu'il y avait des réseaux Sentinelles. Ouais. Ça, par exemple, je vous laisse décrire c'est quoi, là, c'est super intéressant. Ben, c'est ça, tu sais, Yann, toi, tu as fait partie d'un groupe ouvert. Hein? Tu sais, quand il y a un individu qui a envie de faire la différence comme Sentinelle, ben, on ne dira pas non, on va dire, ben oui, on va venir t'outiller. Puis là, on forme des groupes ouverts. Plus souvent qu'autrement, c'est des groupes fermés qui vont faire partie d'un réseau. Par exemple, à l'Université Laval, ils ont un super grand réseau. Fait que quand on va former des gens à l'Université Laval, ben ça peut être des enseignants, du personnel, que le but de cette formation-là que tu as suivie, dans le fond, comme tu le dis, c'est un peu de comment qu'on accueille ça, qu'on vérifie l'état, le besoin de la personne, on lui pose la question. C'est un gros morceau dans la formation d'être capable de le dire avec les vrais mots. Les gens ont beaucoup de crainte à ce que ça se pose, cette question-là. Puis une fois que la personne a dit oui ou qu'elle dit non, qu'est-ce qu'on fait? Puis le but ultime, c'est de la relayer à l'intervenant désigné, que ce soit le CPS de la région ou à l'Université Laval, il y a un centre d'aide aux étudiants aussi, fait qu'il y a comme 2 intervenants désignés. À ce moment-là, c'est vraiment ça le but. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est des formations à très, très faible coût. Si, mettons, le message, si quelqu'un travaille dans un restaurant, peu importe ton milieu de travail, puis tu es sensible à ça, tu peux en parler avec tes gestionnaires, ton boss, puis hey, nous, on pourrait-tu avoir un réseau de sentinelles dans notre chaîne de restaurants? Et là, à ce moment-là, vous contactez un des CPS de la région, puis vous demandez votre besoin, puis on va vous soutenir pour implanter un réseau de sentinelles. Parce que, dans le fond, comme des gens comme toi qui ont fait un groupe ouvert, vous appartenez un peu au réseau du CPS de Québec. C'est ça, on n'est pas dans une institution, un non, entreprise. C'est ça, exact. C'est ça, fait qu'il y a des réseaux fermés, puis il y a des réseaux ouverts, mais on ne veut pas que la sentinelle ait jamais tout seul à œuvrer, agir dans son rôle, est rattaché à un réseau idéalement, tu sais, puis en tout temps, la sentinelle, comme mettons que tu es en présence de quelqu'un qui va vraiment pas bien, puis que tu aurais besoin de support. Toi, comme sentinelle, tu peux appeler l'intervenant avant, pendant, après ton rôle. Donc, c'est des formations grand public. N'importe qui est sensible à ça pourrait contacter un CPS, en faire la demande. Puis là, on regardera avec la personne, est-ce que c'est possible de créer un réseau dans ton milieu où ce que tu œuvres, que ce soit à l'école, au travail. Sinon, tu peux quand même faire partie d'un réseau ouvert. Puis j'imagine qu'il y a des milieux plus vulnérables. Tu parlais de la restauration où est-ce que le niveau de stress, c'est vraiment intense. J'imagine qu'il y a des milieux comme ça, justement, plus ciblés où est-ce que c'est pertinent partout de les mettre, mais justement, ceux-là, ils savent que c'est possible, fait qu'ils peuvent vous appeler justement puis implanter ça. Puis j'ai envie de vous demander... Tu sais, clairement, c'est pas tout le monde qui va aller suivre cette formation-là. Moi, dans mon entourage, j'arrête pas d'en parler. Le monde sont écœurés que j'en parle, justement. Sauf que, si, exemple, il y a quelqu'un, un ami proche, que lui n'a pas suivi la formation, mais il me dit ça, genre, je m'inquiète pour telle personne. Puis elle m'a répondu ça. J'ai demandé si elle avait des idées noires. Que ça, d'ailleurs, on l'apprend dans la formation, de ne pas avoir peur des mots, de vraiment... Ouais. Idées suicidaires. On veut demander, c'est ça, si la personne a des idées suicidaires, on va dire le mot, on dit rien de flou comme des idées noires ou peu importe. Mais si elle me dit ça, moi, est-ce que je peux y communiquer les trucs que j'ai appris? Je peux-tu y dire, tu sais, elle n'a pas le temps d'aller suivre une formation, elle ne veut pas appeler. Je peux-tu la diriger un petit peu dans l'interaction? Tu peux, mais je pense que l'idéal, ça serait aussi de lui suggérer d'appeler un CPS parce que
c'est important qu'il y ait plus... Tu sais, on veut pas non plus que toi, comme sentinelle, par exemple, tu portes le poids de supporter elle qui vit peut-être une détresse. Puis l'intervenant, ce qu'il va faire avec une proche qui est inquiète pour quelqu'un, c'est qu'il va aussi vérifier comment elle se sent là-dedans. Fait qu'il y a peut-être... Tu sais, je pense que tu pourrais peut-être lui offrir, c'est attendu qu'on appelle ensemble, tu sais, pour que tu puisses parler là, de que tu es inquiète pour une personne. Puis l'encourager à suivre peut-être la formation. Fait que c'est une question embêtante, là. Je pense que tu peux faire un bout assurément, mais je pense que le bout à faire, le gros morceau, ça serait de la diriger vers le CPS de la région. Ouais. Tu sais, le danger, des fois, d'en oublier peut-être de mettre la personne en contact avec son CPS, c'est de créer un espèce de faux sentiment de sécurité. Je pensais que t'allais dire une fausse sentinelle, mais en même temps, tu fais ça aussi. Oui puis non. Tu sais, plus dans... Tu sais, toi, t'as appris des choses, tu te sens confortable dans ce que t'as appris quand même. Là, tu vas transmettre des choses à ton ami, à la personne que tu connais qui est inquiète pour quelqu'un d'autre. Mais il y a probablement des bouts de ce que toi, t'as appris que tu transmettras pas non plus. Fait que là, la personne, tu sais, faut pas qu'elle se dise « Hey, c'est beau, Yann, il a suivi une formation, ça va être correct, je suis capable de gérer la situation tout seul. » Tandis que comme Steve l'a nommé, tu sais, en centre, on va vraiment prendre aussi soin du proche. On va vraiment vouloir s'assurer qu'il se sent bien dans cette position-là, qu'il est encore correct pour accompagner, aider, soutenir cette personne-là qui pense au suicide. On va l'outiller aussi directement, puis vraiment pointu par rapport à la situation de cette personne-là potentiellement suicidaire. On va même lui demander... Oui, si lui aussi a peut-être des idées suicidaires. Et ça, tu peux le faire comme sentinelle, tu sais, justement, t'as quelqu'un qui t'interpelle parce qu'elle est inquiète pour un proche, puis là, elle veut ton avis parce qu'elle sait que t'es sentinelle, tu pourrais te permettre de vérifier si elle y pense. Et nous, on le fait comme systématiquement. Fait que l'idée, c'est un peu d'en arriver à normaliser qu'on peut poser cette question-là. De ne pas avoir peur du mot. Sinon, les intervenants vont le faire quand même, parce qu'il y a des proches qui nous appellent. C'est pas souvent que ça arrive, mais moi, ça m'est arrivé de parler avec un proche qui nous appelle pour quelqu'un. Puis finalement, en cours de route, je pose la question, puis la personne a vu quand même une détresse, puis elle nomme avoir des idées suicidaires, même si elle n'avait pas de plan. Fait que là, on a une autre personne. Puis tu sais, si je l'avais pas nommé, je l'aurais jamais su. C'est ça qui arrive, hein. Fait qu'il y a vraiment différents paliers, tu sais, on s'éloigne un peu plus de la situation de crise, mais là, t'es vraiment dans la prévention. Ouais. Puis tu pognes la personne plus tôt dans le processus. Ouais, c'est ça qu'on voudrait, hein. Oui, puis tu sais, quand les proches nous appellent, faut pas oublier aussi que les proches sont en crise, eux aussi. Parce qu'ils accompagnent quelqu'un de vulnérable qui veulent pas que cette personne-là s'enlève la vie aussi. Peut-être la situation difficile de la personne. Ben oui, ça se peut. Puis tu sais, même si on est intervenant professionnellement, si ça y a une situation qui touche un de nos proches, on n'est plus intervenant, on n'est plus apte. Fait que même monsieur, madame, tout le monde qui accompagne quelqu'un dans une détresse, à un moment donné, vit lui-même à quelque part une détresse aussi d'accompagner cette personne-là de se sentir impuissant, de qu'est-ce que je fais rendu là, si elle s'enlève la vie, moi, je vais avoir fait tout ce que j'ai pu aussi. Fait qu'on prend le temps de gérer la crise du proche, s'assurer aussi, tu sais, que cette personne-là, tu sais, est en mesure de nous donner toutes les informations qu'on a besoin. Pour là, on va prendre soin d'elle, on va sécuriser là, ce qui se passe. Puis après ça, on va aller en deuxième phase sur, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous inquiète vraiment de ce proche-là? OK, mais comment vous vous sentez à l'aise encore d'agir dans cette situation-là ou pas pantoute? Puis si c'est pas du tout, ben c'est là où nous, CPS, on peut prendre le relais puis d'accompagner ce proche-là aussi, là, qui est inquiet. Là. Ben, tu m'amènes justement naturellement vers quelque chose que je voulais qu'on aborde. Puis je trouve que c'est un petit peu une zone un peu plus à l'ombre quand on parle de prévention du suicide, mais tu parles des proches. Inévitablement, ça arrive, le suicide. Fait qu'après ça, ces proches-là, ils peuvent devenir des endeuillés du suicide. Ouais. Ça, je pense que c'est une clientèle aussi auprès de laquelle vous intervenez, au centre de prévention. Oui, absolument. Puis, dans le fond, c'est qui la personne... Parce que faut-tu qu'elle ait des idées suicidaires, la personne endeuillée, pour appeler ou... Non. Pourquoi elle appelle? Ben, ça vit un deuil par suicide. Tu sais, que ça. J'en veux dire que ça, tout ça. C'est beaucoup. Vivre un deuil par suicide, tu sais, c'est pas un deuil classique dans le sens que, tu sais, on a, je sais pas moi, un proche qui est décédé d'un accident de voiture parce que quelqu'un, un chauffeur en état d'ébriété, il est rentré dedans. Tu sais, on sait que c'est la personne en état d'ébriété qui a conduit sa voiture, qui a causé un accident. On est le coupable. Là, une dimension particulière, une des dimensions particulières, c'est que le coupable, c'est aussi la personne qui nous manque, c'est aussi la personne qui a décidé de s'enlever la vie, tu sais, il y a une dimension
particulière d'être à quelque part son propre meurtrier aussi, là. C'est un peu ça, là. C'est ça, puis dans le fond, au CPS, on offre des services d'accompagnement dans le deuil pour les personnes endeuillées par suicide. C'est un peu le mandat, en fait, aussi des CPS. C'est un deuil qui est un peu plus spécialisé, qui est différent. Fait que ça fait partie des services qu'on offre, que la personne ait ou pas des idées suicidaires. Souvent, on va faire la même affaire que n'importe qui quand une personne endeuillée appelle, c'est-à-dire qu'on regarde, on fait le tour un peu de ses sphères de vie, on va sûrement lui poser la question. Il y a quand même des personnes endeuillées qui, à un moment donné, peuvent avoir des idées suicidaires dans le processus. C'est pas normal. Ouais, puis même s'ils n'en ont pas, on est là pour les soutenir dans leur vécu puis leur souffrance. Puis tu sais, le deuil peut avoir eu lieu il y a 30 ans ou il y a 2 semaines. Là. Puis ça nous amène à parler, oui, il y a un service aux endeuillés, puis il y a aussi de la postvention. C'est ça que je voulais justement demander. C'est ça, je l'ai lu dans tes pensées. Accompagner des endeuillés, c'est vraiment une intervention auprès des personnes qui vivent un deuil. Okay. Donc, les gens qui vivent un deuil, c'est pas tout le monde quand un suicide a lieu. Moi, j'ai déjà su, par exemple, que telle personne s'est enlevée la vie. J'avais pas un lien significatif au point que j'avais des symptômes, mettons, de deuil, alors que j'ai déjà perdu des gens très, très proches, puis là, j'étais endeuillé par suicide. Une postvention, c'est une intervention qu'on déploie dans un milieu, qui peut être une famille ou un établissement, une école ou peu importe, après qu'un suicide ait eu lieu. Fait que ça, c'est, tu vois, entre autres, la QPS, on va former des super utilisateurs en postvention qui souvent travaillent dans des CPS ou des CIUS pour qu'ils puissent outiller le milieu à se doter d'un protocole de postvention. De ne pas attendre qu'un suicide ait lieu pour se poser la question, qu'est-ce qu'on fait si jamais ça arrive? Parce que quand un suicide a lieu dans un milieu, il y a tout le temps le risque d'effet d'entraînement. On veut pas... on veut limiter que d'autres personnes passent aussi à l'acte puis se suicident. Puis on veut prendre soin des gens qui peuvent être vulnérables. Fait que c'est une grosse affaire, la postvention. C'est un gros dossier là, que je pense qu'on ne l'expliquera pas là, mais sachez que ça existe, que les CPS sont impliqués, peuvent intervenir lors d'une postvention. Fait que s'il y a un suicide dans une école, la direction peut appeler au centre. Ouais. Puis on va la diriger, on va y offrir des ressources. Exact. Généralement, dans des écoles, mettons, secondaires, ils ont déjà un protocole bien mis en place qui est souvent avec les services sociaux, là, fait que c'est affilié avec le CLSC. Public, si on parle d'une entreprise c'est des jeunes. Mais oui, une entreprise privée, ça a déjà arrivé malheureusement dans certains ministères, là, qu'il y a des gens qui s'enlèvent la vie, fait qu'on est appelé, puis dans les jours suivants, on se déplace pour aller rencontrer les équipes de travail, puis on essaie que ça soit des gens, des groupes les plus homogènes possibles, là, fait que des personnes qui ont le même type de lien avec la personne décédée, on va les rencontrer en petits groupes, puis ça a aussi l'objectif d'éviter des symptômes de stress post-traumatique aussi. T'sais, si par exemple ça arrive qu'on fait des postventions dans des familles où ils ont été témoins du geste, par exemple, c'est là où... Ou ça peut être, mettons, juste un inconnu qui est témoin du geste, ben là, il n'est pas en deuil, mais ça tombe là, ça tombe dans la postvention, dans le fond. Exact, c'est ça. Parce que c'est un témoin, ce qu'on appelle, donc c'est une personne... puis encore là, dans la postvention, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire, puis ces pratiques-là évoluent constamment. Oui. On a fait des choses, quand je dis on, c'est l'ensemble des gens qui travaillent en prévention du suicide depuis 50 ans, qui n'étaient peut-être pas recommandées, mais à ce moment-là, c'était les pratiques du moment. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne voudra pas faire, justement, parce qu'on sait que de tout le temps parler de ces éléments-là difficiles, ça peut tout le temps retraumatiser. Donc, il y a vraiment des approches particulières. Fait que les CPS, ce sont des acteurs qui peuvent intervenir. Puis en postvention, ce qu'on veut, c'est outiller aussi le milieu à être autonome là-dedans. Puis au besoin, le CPS va venir, ou surtout pour accompagner de façon individuelle peut-être des proches, tu sais. J'imagine quand vous intervenez, justement, vous parlez sûrement des réseaux Sentinelle, j'allais dire collectif Sentinelle, du réseau Sentinelle, justement, parce que si ça peut éviter ça, si on peut en implanter. Oui, exact. Malheureusement, certaines organisations, c'est surtout après un drame qu'ils décident là, de s'impliquer puis de faire venir Sentinelle dans leur entreprise. Puis, c'est là où l'objectif, en fait, des réseaux Sentinelle, on a discuté vite là, tantôt, mais c'est d'aller rejoindre des personnes vulnérables qu'on ne sera pas capable de rejoindre par téléphone. Fait que c'est d'être un peu nos yeux, nos oreilles dans des endroits où on n'est pas capable de les rejoindre. Fait que malheureusement, souvent quand il arrive un drame dans des équipes de travail, c'est là que
les gestions décident de mettre des actions concrètes pour promouvoir la santé psychologique, là, souvent. Là. Fait que c'est pour ça que justement c'est important d'en parler Ben et de oui. faire connaître justement le service. Je voulais vous demander, vous, là, quand vous arrivez à la fin de la journée chez vous, là, sincèrement, moi, ça fait une couple de semaines que je suis là-dedans. Puis là, en plus, j'ai fini hier mon œuvre pour l'exposition collective avec le thème du suicide en tête. Sincèrement, j'ai trouvé ça très, très lourd. C'est sûr que j'ai eu des enjeux avec le suicide, pas moi personnellement. En tout cas, bref, je trouve ça vraiment intense. Puis je sais que moi, je pourrais jamais faire ça à l'année longue. C'est impossible. J'ai pas cette fibre humaine-là, je sais pas comment le dire. Vous, quand vous arrivez chez vous, comment gardez-vous le moral? Comment ça se passe? Moi en ce moment, je suis plus intervenant. Hein, fait que, j'ai été intervenant une dizaine d'années avant de l'être en prévention du suicide. Puis, effectivement, il y a de quoi de demandant là-dedans. J'ai tout le temps senti que j'étais capable de prendre soin de moi. Je pense que, comme intervenant, puis en général, quand on travaille en prévention du suicide, le plus important, c'est de prendre soin de soi. Puis on parle de cohérence. Là, comment je peux accompagner des gens, les ramener à leurs besoins, puis prendre soin d'eux si j'ai de la misère à le faire pour moi. Fait que, tu sais, moi, puis Alexandra, elle sait, moi, j'ai tout le temps organisé mon travail pour prendre soin de moi. Fait que des fois, j'étais à 3 jours semaine, des fois, j'étais à 4 jours semaine. Okay. Puis jamais plus, je retravaillerai 5 jours semaine. Puis, tu sais, je me tricote une vie où il n'y aura pas juste ça dans ma vie. Puis en même temps, on travaille avec la partie qui veut vivre. Tu sais, on travaille quand on accompagne les gens, puis quand on fait la promotion de la prévention du suicide, on travaille davantage avec la vie qu'avec la mort, avec l'espoir, avec le fait. Moi, je sais qu'un jour dans ma vie, je me suis dit, le suicide n'est pas une option pour moi, ne sera plus jamais une option. J'ai vécu longtemps une détresse personnelle en lien avec le suicide lorsque j'étais dans une dynamique de dépendance aux opioïdes. Puis à un moment donné, il y a eu un déclic dans ma vie, puis ça a fait non, pour moi, c'est plus une option. Puis à ce moment-là, la gratitude d'être en vie, puis pour moi, d'être là qu'une personne qui est en détresse, oui, je vois la détresse qui est là, mais je vois la partie qui veut vivre. D'abord, elle appelle, elle se mobilise, il y a une partie d'elle, l'ambivalence qu'on parlait dans la formation Sentinelle. Fait qu'on est là-dedans, Mais j'ai beaucoup de respect pour mes anciens collègues du CPS de Québec, puis d'ailleurs, parce que je vieillis, je suis rendu à 47 ans, puis effectivement, je pense qu'on peut vivre, ça peut devenir, je sentais un peu que je voulais aller plus vers un transfert des apprentissages vers de la formation, qu'à un moment donné, peut-être ça devient, j'ai comme voulu prévenir de trouver ça trop lourd un jour, là. Je me suis pas rendu là, mais ouais, j'ai beaucoup de respect pour avoir une bonne introspection, justement, pour être capable de voir ça. Là. Puis, on a des gens qui travaillent 24 heures sur 24. Là. Il y a des gens qui font ça la nuit. Moi, je lève mon chapeau. Je suis rendu pour une autre organisation. Puis, le cadre de mon travail a changé. Mais le respect que j'ai pour les intervenants de tous les CPS, là, c'est... mais tu me fais penser, justement, tu dis 24 sur 24... Il y a un service qu'on n'a pas parlé aussi, là, parce qu'on est rendu en 2024. Ouais. Le monde ne sont pas obligés d'appeler. Hein. Ils peuvent être sur leur cell ou sur leur ordi. C'est facile. Absolument. Il y a un service de clavardage. Là. Oui, par suicide.ca, en fait. Fait qu'on peut... oui, fait que vraiment, on peut taper dans un barre web, là, suicide.ca. On tombe tout de suite sur un site Internet où il y a plein d'informations, plein d'outils aussi, si jamais on est en détresse. Puis il y a une icône où, par la page web, on peut directement clavarder avec un intervenant en prévention du suicide. On peut aussi mettre une application sur nos téléphones puis clavarder par l'application. Là, l'application s'appelle Mes outils. OK. Puis il y a aussi la possibilité de texter au 53 53 53 un intervenant 24 heures sur 24. Là. Vidéo, là. on va mettre les... un avant-goût. Là. Ça, je me souviens aussi quand j'ai fait la visite du centre de prévention, la personne, mettons, moi je peux arriver là, Yann Lemieux, j'arrive là, pas physiquement, je suis sur mon cell, je peux écrire que je m'appelle Gébéto, bouteille d'eau ou peu importe. Là. Ah oui. C'est hyper confidentiel. On va dire plus anonyme dans ce sens. Même anonyme, j'ai envie de dire. Là. Et confidentiel. Puis il n'y a pas de suivi de dossier, hein? C'est ça, c'est deux services complémentaires différents. Oui, en fait, c'est ça. C'est deux services qui sont complémentaires, qui fonctionnent de façon vraiment différente. Puis comme tu as pu peut-être constater, on a un des points de service de suicide.ca au sein du Centre de prévention du suicide de Québec. Par contre, il y a une double confidentialité. Les intervenants des deux services ne peuvent pas se parler de situation
ensemble parce que c'est vraiment un service à part entière. Mais oui, fait que 24 heures sur 24, on peut texter, on peut clavarder. Tu sais, si on est un proche... Partout, là. Oui, parce de que, partout. On dit souvent le Centre de prévention du suicide de Québec parce que c'est l'organisme qu'on appuie avec le collectif Sentinelle. Oui. Mais c'est vraiment ces ressources-là, c'est at large. C'est pan-québécois, là, en fait, okay. ouais. Fait qu'on soit proche, qu'on soit un endeuillé par suicide, qu'on soit une personne qui pense au suicide, on peut communiquer avec suicide.ca. Bien entendu, s'il y a des intervenants qui nous écoutent, vous pouvez pas communiquer avec suicide.ca, on prend pour acquis que vous êtes capable de téléphoner. Oui. Fait que, mais oui, c'est vraiment pour la population qui vit de la détresse ou qui a des inquiétudes en lien avec quelqu'un de suicidaire, là. Fait que c'est vraiment au niveau national du Québec provincial. Tu sais, il y a le numéro 988 hein, que tout le monde a entendu parler. On a la chance au Québec de ne pas avoir, entre guillemets, besoin de ce numéro-là, dans le sens que, de toute façon, ils vont rediriger. Les gens qui composent le 988, c'est redirigé au 1866 appel. On a vraiment Elle existe quand même, la ligne 988. C'est juste qu'elle redirige. En fait, c'est une ligne canadienne. Hein? Okay. Ouais, c'est ça. C'est parce que... Puis moi, j'ai marché pour la prévention du suicide en 2021. Puis c'est drôle parce que c'est demain que ça va faire 3 ans. Ah, wow. Fait que j'ai marché comme la moitié du Canada à pied. Puis j'ai rencontré puis parlé avec plein de personnes, autant en détresse qu'endeuillées, dans les autres provinces de l'Est. Puis je peux vous dire que les services, là, qu'on parle du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Prince-Édouard puis de Terre-Neuve, il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'on est vraiment privilégié. Non, je vous le dis, même au niveau international, au Québec, on est un peu... parce que le besoin est moins criant, j'en doute. Non, le besoin, il est vraiment là. Je ne sais pas ce qui fait qu'au Québec, on est vraiment une coche. Dans l'organisation des services communautaires en prévention du suicide, on est un beau modèle, pour vrai, là. Fait que le 988 existe justement pour au moins les gens dans d'autres provinces ou d'autres endroits que le Québec qui ont moins de services, ils ont une ligne en tout temps qu'ils peuvent appeler. Fait que c'est important que ça existe. C'est juste qu'au Québec, on était déjà organisés. Ouais, c'est ça l'affaire. Vraiment. On avait déjà une grande organisation que certaines autres provinces prennent exemple, mais même j'ai envie de dire, avant la pandémie, il y avait des congrégations d'un peu partout dans le monde qui venaient plusieurs fois par année visiter qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais, puis même avec suicide.ca, d'ailleurs, certains de mes collègues ont été invités dans des congrès de psychiatres en France pour parler justement de la prévention du suicide, parce que entre autres, en France, là, il y a notamment une approche super médicale en lien avec la santé mentale. T'sais, on parlait d'interner tantôt, mais les gens qui vivent des enjeux d'anxiété ou même pas obligés de se rendre à une détresse suicidaire sont tout de suite plus placés, médicamentés. Il y a comme moins l'aspect social qui est présent, culturellement là, parlant, j'ai envie de dire. Aussi. Oui, fait que c'est intéressant de... Tout ce que mes collègues m'ont ramené, c'est intéressant d'avoir des discussions puis voir la différence d'idéologie. En fait qu'il y a quand même un virage qui est de plus en plus social, qui est fait en prévention du suicide, puis notamment avec suicide.ca, c'est le premier service mondial en prévention du suicide par clavardage avec des intervenants professionnels 100%, là. OK, fait qu'il y a vraiment beaucoup de pionniers justement dans le domaine au Canada et au Québec. Malheureusement, je pense que cet essor-là naît aussi du fait qu'on est une des populations quand même qui s'enlève le plus la vie aussi, là. Mais de ça naît plein de beaux services. Ben oui, clairement. Puis tu dis que tu as marché justement pour la cause. C'est une initiative citoyenne. Puis je voulais parler de ça aussi, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veulent faire leur part, là, clairement, ils peuvent acheter une peinture au collectif Sentinelle parce qu'ils vont encourager l'art et la cause. Exact. Sauf que il y a plein de moyens de le faire, c'est ça. Ça peut être, on a parlé de la formation Sentinelle, ça peut être de faire un don à la fondation aussi, simplement. Ça peut être d'organiser un souper spaghetti, ça peut être... J'imagine que vous en voyez des initiatives. Tu as envie de nommer des initiatives que les gens ont faites pour la CPS de Québec, puis je pourrais y aller pour la QPS, puis ça va donner des idées aux gens. Ben oui, pour le... Parce qu'il faut financer ça, ces ressources-là, j'imagine que... Ben oui, tu sais, on a fait, à chaque année, dans des moments stratégiques, il y a plein d'activités aussi qui sont proposées à grand public, fait que c'est sûr que si vous voulez vous impliquer, ben on vous invite à, quand vous voyez ça passer, de venir vous impliquer, de venir nous rencontrer, de venir nous voir... bouger des fois avec nous, tu sais, on essaie là, on s'associe avec toi dans de l'art, mais on l'a déjà fait, tu sais, dans d'autres types d'art aussi, de la danse, entre autres.
Il y a... Rouliane, oui. La course. La course à pied, effectivement. Il y a aussi... un zoom bâton, j'imagine, ou... Ben oui, tu sais, l'année passée, lors de la journée mondiale en prévention du suicide, là, qui est au mois de septembre, il y avait plusieurs pôles à l'activité, mais entre autres, on a fait venir des poètes, des slammeurs aussi, pour venir partager, faire un œuvre qui est en lien avec la prévention du suicide. Il y avait du Zumba aussi pour faire bouger, tout le temps... on essaie tout le temps de faire un œuvre collective. Le livre d'Émile, hein, c'est un couple d'endeuillés qui ont perdu leur enfant par suicide. Oui, j'en ai entendu parler c'est dernièrement. Puis d'ailleurs, tu sais, toi qui aimes l'art, justement, tu sais, le couple, là, je sais pas, pardon, monsieur, madame, mais il y en a un qui était le dessinateur, je pense que c'est... Oui, monsieur était le dessinateur et madame a écrit le texte. Puis le but de ce livre-là, c'était de pouvoir expliquer le suicide à un enfant au niveau de pouvoir, quand un suicide arrive, que la personne puisse mieux comprendre. Puis ça l'a fait partie de leur processus de deuil. Puis bon, ben l'argent, les profits de ce livre-là, c'est pour le CPS de Québec. Donc il y a tellement de façons. Je sais que pour la QPS, il y a Tactica qui, depuis plusieurs années, tu sais, d'ailleurs, il produit des chandails. Il y a Mademoiselle Bijoux qui la vente de ses bijoux. Il y a un pourcentage qui va à la QPS. Il y en a chandelles tellement. Que vous avez fait faire aussi une année. Ah ouais, c'est précieux. Tu sais, les gens sont vraiment, vraiment généreux. Fait que faut être créatif. Tu sais, moi, j'avais décidé de marcher. En fait, je le faisais pour moi d'abord. J'avais besoin de ça. On était en pleine pandémie. Puis je me suis dit, tant qu'à le faire, ben pourquoi pas le faire pour une cause qui me touche, tu sais. Oui, les gens peuvent s'impliquer de plein de façons, soit auprès de la QPS, auprès des CPS. Ouais. Fait que c'est ça. Ça peut être vraiment de faire un don, ça peut être d'organiser quelque chose, mais ça peut être d'acheter une chandelle, ça peut être d'acheter un bijou. Puis juste ce petit geste-là, puis on le dit dans toutes les causes, il n'y a pas de petit don. Exact. Pas du tout. T'achètes ton petit savon qui vaut 5$, mais il y a juste 2$ ou 50 cents qui s'en va à la cause. Hey, ils vont le prendre, ce 50 cents-là, je suis pas mal sûr. Ouais. Fait qu'il y a vraiment plein de moyens, justement, de ben, c'est sûr que le financement, tu sais, c'est ça. Il est en partie, il y a beaucoup de philanthropie qui se fait. Faut faire rouler ça, cette grosse machine d'appréhension du suicide, c'est pas évident. Là. On est dans le communautaire aussi. C'est beaucoup de monde, justement, c'est beaucoup de salaires, beaucoup d'installations, les ordinateurs, etc. C'est du 24/7. Puis tu sais, dans le communautaire, puis moi je suis vraiment, bon, je suis un gars de communautaire, mais j'ai beaucoup de respect pour le réseau. Hein. Quand on parle du réseau, c'est des services publics, les CIUS, tout ça, les hôpitaux. Okay. On travaille en partenariat et en complémentarité, mais n'empêche que, tu sais, des fois, on entend dire que, ben, l'ordre des psychologues, il y a 2 ans d'attente, il y a 6 mois d'attente. Oui, OK, mais, tu sais, dans le communautaire, il n'y a pas cette attente-là, il y a des services directs, tu sais. On est des grands oubliés. Pour vous parler, là. Non, assurément pas, tu sais. Puis... En ce moment, si je me trompe pas, pour démarrer un suivi, on a une attente de 2 à 3 semaines. Puis si on se fie au CLSC dans la région de Québec en ce moment, c'est 12 à 18 mois. Puis ça, tu sais, quand même, puis tu sais, je veux juste le dire aussi parce que quelqu'un qui va écouter justement ce podcast-là, 2 à 3 semaines, mais si vous attendez, si vous donnez ce délai-là, vous savez que la personne n'est pas en crise parce que vous avez d'autres ressources aussi. Mais il y a d'autres contacts de prévus aussi. C'est ça, ok, c'est ça. Ouais, elle va pouvoir appeler à tous les jours au besoin. La personne qui veut appeler, elle n'attendra pas 3 semaines pour parler à quelqu'un. Ben là, on parle d'un suivi en face à face, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que le réseau communautaire, il est souvent sous-financé. Hein? Il est un peu oublié dans les budgets fédéraux, provinciaux. Mais ça, on est tous les organismes communautaires un peu dans le même bateau. Mais le travail qui se fait dans le communautaire, c'est incroyable. Puis les gens gagnent à pas s'arrêter à dire ben il n'y en a pas de ressources, il n'y a pas d'aide, il y a des délais. Non, c'est pas vrai. Prenez la peine de faire un appel, de demander de l'aide. Vous allez voir que souvent au CPS ou ailleurs, on a un bottin de ressources. T'sais, la personne, si elle a des problèmes financiers, c'est pas le CPS qui va la soutenir là-dedans. Si la femme a vie d'alliance conjugale, ben oui, on va l'accompagner pour la détresse suicidaire, mais on va aussi faire voir... le lien avec les autres ressources, s'assurer qu'elle est bien encadrée, puis supportée. Il y en a des ressources. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'il y en a plein pour plein. Pense à un problème, il y a une ressource qui est là pour... Puis chaque ressource aussi a tellement de tentacules. Je trouve que vous en êtes un bon exemple au Centre de prévention du suicide de Québec parce que c'est pas juste la personne qui a des idées suicidaires qui appelle, il y a tellement d'autres fonctions. Fait que, quand tu dis que les autres ressources, justement, sont comme ça aussi... On veut travailler en partenariat. Fait que tous les gens qui ont des belles initiatives pour faire connaître puis pour apporter des sous, c'est tellement apprécié. Ben oui, puis tu sais, je pense, là, faudrait pas... je nommerai pas le nom de la compagnie parce que je vais le briser sûrement, là. Mais il y a 2
gars dans la vingtaine qui ils ont une marque de vêtements, là, je pense que c'est White, il y a White dans le nom, là. Okay. Mais il y avait un de leurs amis, si je me trompe pas, qui s'est enlevé la vie dans les dernières années, fait qu'ils ont décidé de faire une collection de vêtements au profit de la prévention du suicide, puis ils ont pu quand même donner des bons montants là, au travers des 2-3 dernières années, là. Cool. Fait que, tu sais, si jamais il y a des gens qui souhaitent s'impliquer, pas obligé d'être des projets à grande échelle, comme le collectif Sentinelle, comme là, tu sais, la compagnie de vêtements. On peut s'en tenir à ce qu'on connaît, à notre spécialité. Ben oui, tu sais, il y a eu, à un moment donné, un cercle de fermières qui avait décidé de faire des pantoufles en Fantex, puis que, tu sais, nous, on les a redistribués, on en a donné aussi dans des ressources... comme l'Aube-Rivière, là, entre autres, en lien avec l'itinérance, qu'il y avait des bas aussi, là, fait que... Des tucs, des fleurs, des tucs, des fleurs, tu sais, fait qu'on s'assure de faire du partage aussi, tu sais, les richesses des uns peuvent être celles des autres aussi au communautaire, là, fait que... Tu sais, on parle de suicide, justement, puis je me dis, si quelqu'un écoute ce podcast-là, puis des fois, se dit, ouais, mais tu sais, les gens, souvent, ils portent tout seuls leur souffrance, mais... La souffrance, c'est de quoi qui est aussi tabou. Tu sais, on a parlé du suicide, mais pas bien aller en 2024, tu sais, puis sentir tout seul, puis sentir poche. Ça aussi, c'est tabou. Tu sais, c'est pas de quoi qui est encouragé. J'imagine que les réseaux sociaux aident pas. Ben, l'image c'est de la ça. perfection projetée. Ben, il y a comme Exact, un essor de la santé bien-être aussi, là. Tu sais, dans les dernières années, il faut être bon, il faut être performant, il faut se lever à 5 heures, là. Faut aller s'entraîner avant de commencer à travailler. Puis, tu sais, d'avoir une routine... rangé, rigide. Mais ça sort mais un ça, peu aussi, pas... je trouve, de... Excuse, Ben, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui fonctionne bien dans un mode comme ça, super carré. Puis, tu sais, des personnes un peu... la routine moi-même. Mais tu sais, quelqu'un d'un peu vulnérable, là, qui perd son temps ou qui gagne son temps sur Instagram, là, mettons, là, puis qui voit tout ça de cette personne-là, qui montre donc bien que sa vie est donc facile, belle, qu'il y a une routine qui marche. Hey, ça peut créer de la détresse de faire. Moi, j'atteindrai jamais ça. Puis ça se peut que tu n'atteignes jamais ça. Puis c'est bien correct aussi parce que c'est pas un objectif, tu sais. On s'entend que bien souvent, c'est zéro la réalité. On n'embarquera pas là-dedans parce que là, sûrement, c'est ça. Mais c'est correct de pas bien aller. Tu sais, on s'est fait dire pendant 3 ans avec les arcs-en-ciel. Ça va bien aller, ça va bien aller. Puis oui, il y avait un message d'espoir qu'on va passer à travers ça, mais c'est correct que ça n'aille pas bien aujourd'hui, dans le sens que tu as le droit d'être fatigué. Ben non, puis de jamais penser que tu es tout seul à être fatigué, à être à bout, à trouver que peut-être que ta vie fait moins de sens. Reste pas tout seul avec ça. C'est juste ça qui est important. L'effet pervers que peut avoir toute cette exposure-là sur les réseaux sociaux, ça peut être que c'est toi qui est pas normal de souffrir. Puis... puis oui, tu sais, s'il y a bien une affaire qui nous rassemble dans la vie, là, tu sais, je pense que tout le monde a déjà vécu de la détresse. C'est plate, mais s'il y a bien une chose qui fait en sorte qu'on est un être humain, c'est qu'à un moment donné, on vit des moments difficiles, puis ces moments-là difficiles, à quelque part, c'est ce qui nous fait grandir aussi, tu sais, fait que... La résilience d'une personne aussi fait que cette personne-là, justement, peut aider une autre personne parce qu'elle a acquis des outils, justement, en se sortant de peu importe ce qu'elle a vécu. Ouais, exact. Puis tu sais, c'est ça, la personne qui a traversé ça est la premier acteur de son rétablissement. Moi, j'ai pas la prétention, j'ai été intervenant peut-être 10-12 ans dans ma vie. C'est pas moi qui ai aidé des gens, puis j'ai pas sauvé personne. Là, les gens, j'ai peut-être contribué à les ramener à eux-mêmes, puis à les aider, à les accompagner à traverser un bout difficile de leur vie ou à redonner confiance en eux-mêmes. Mais c'est ça, les personnes... Je pense qu'il faut se rappeler qu'on est des êtres humains, puis on vit dans un monde que, effectivement, c'est pas tout le monde qui adhère à ces valeurs-là de performance, de productivité, puis c'est correct aussi des fois d'être inquiet, de se demander où est-ce qu'on s'en va, d'être sensible à... Tu sais, je pense que l'empathie, c'est une denrée rare des fois dans... Tu sais, je parcours les réseaux sociaux, des fois, je me dis, mon Dieu, ils sont bien violents, les gens, dans leurs commentaires, il y a donc bien de la haine, il y a donc bien, tu sais... Fait que, ouais, moi, juste ça, des fois, ça me rend super sensible. Fait que je me dis, si je veux faire la différence, je vais être juste plus empathique. Je vais avoir plus d'espoir, je vais donner plus de love parce que c'est ça qui manque dans le monde, tu sais. On peut faire une différence chacun de même à notre façon, là. Tu sais, si on se met à regarder qu'est-ce qui est beau au lieu d'accrocher sur qu'est-ce qui l'est moins, la vie va être bien plus facile aussi, là. Ouais, c'est ça que tu disais, je sais pas lequel des deux disait ça, mais quand vous parliez de l'intervention avec quelqu'un qui appelle... quand tu dis, c'est toi que je pense, quand tu disais qu'on peut appliquer ça n'importe où, en dehors de l'intervention spécifique au suicide. Mais même juste avec quand on éduque des enfants, là, juste ça, là,
tu sais, d'apprendre à valoriser justement les forces et les compétences qu'on voit chez notre enfant. Tu sais, souvent, on va le dire quand il fera quelque chose de pas correct, mais, tu sais, puis même à l'école, on se faisait-tu féliciter tant que ça quand on faisait de quoi de bien, tu sais? On a tendance à plus reprocher les mauvais comportements qu'à valider les bons, tu sais. Puis même au niveau du travail, la reconnaissance d'un employeur ou la culture de la bienveillance d'une équipe, c'est important. Puis là, je pense que là, on en voit beaucoup d'initiatives. Je sais que moi, mettons, je vais parler de la QPS parce que je suis là en ce moment, puis il y a cette belle culture-là de la bienveillance, tu sais, puis cette espèce de... Ouais, je pense que c'est important là, qu'on apprenne à cultiver ça dans nos familles, dans nos organisations, puis pour éventuellement pouvoir le faire aussi avec soi-même, là. Tu sais, des fois, si la personne va moins bien, mais qu'elle est entourée de bienveillance, ça va... Il y a un bout de chemin qui va se faire en dedans d'elle aussi, là. Vraiment. Hey, j'ai le goût de vous demander au monde qui vont regarder ce podcast-là, les millions de personnes, on va mettre le numéro de la ressource, c'est sûr, partout autour de la vidéo, dans la vidéo, mais un message que vous voulez leur envoyer. Le problème là-dedans, c'est le un message. Ouais. Faut en choisir un. Tu sais, puis je pense que tantôt tu disais on peut pas demander ça à nos clients puis pas le faire. Tu sais, c'est le prendre soin de soi, je pense. À quel point c'est important. Puis tu sais, moi, c'est ça que... Tu sais, quand je suis arrivée en 2015 en prévention du suicide, tu sais, j'étais juste très jeune, puis je pense que ça a fait bouger beaucoup de moi de mes valeurs aussi. Puis tu sais, de se rendre compte de qu'est-ce qui est important et où notre base, tu sais, de... On est qui, nous? À quel point c'est important? Croyances, comme? Ou hey, là, je vais restarter une discussion. Ça a-tu défait des croyances? Je pense que... Sur le suicide, mettons? Oui. Parce que c'est sûr que moi, je suis arrivée avec des préjugés, là, comme tout le monde, je pense. Puis surtout dans... J'ai envie de dire, dans mon contexte, là, moi, je suis arrivée comme stagiaire, puis je voulais pas être là. Puis maintenant, ça fait 9 ans. Puis, je suis tombée en amour avec la crise, avec la gestion de crise, la prévention du suicide. Puis j'ai tellement... en fait, pas j'ai tellement, mais je trouve tellement nos clients beaux, qui ont beaucoup de potentiel au travers de cette souffrance-là. Puis, tu sais, Steve, il disait bien, on travaille, tu sais, sur la portion vie. On travaille pas tant sur... Ben oui, on travaille sur la portion mort, mais c'est bien plus positif que la majorité des gens peuvent se penser travailler avec nous autres en prévention du suicide. On rit avec nos clients, on a du fun, on a des belles équipes qui se soutiennent. Ouais, pour être allé, on vit ça ensemble. Tout le monde est tellement de bonne humeur. Ouais. C'est fou, tu sais, il y a vraiment une belle énergie quand on rentre dans les locaux, là. Fait que je pense que la première chose... C'est à quoi on fait face si on se sent moins en équilibre, c'est le fait d'essayer de s'en trouver un équilibre. Fait que je pense que c'est de prendre soin de soi, d'essayer de la trouver, notre équilibre, même si elle peut être en déséquilibre pour d'autres, c'est de voir où notre zone d'aisance, de confort, puis nos fondations surtout, là. C'est quoi ça, ces fondations-là, puis comment on peut en prendre soin, là? C'est intéressant. Moi, j'irais avec « reste pas tout seul » parce que quand tu es tout seul avec ta souffrance, tu penses plus comme il faut. Tu as tellement comme une vision de tunnel, puis c'est la pire affaire qui peut t'arriver. Tu vas juste t'alimenter là-dedans. Ça fait boule de neige. Ouais, reste pas tout seul. T'es pas tout seul, en fait. Puis reste pas tout seul. Je pense que c'est le message là, que je privilégierais. Ça se dit-tu, ça? Ouais. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Puis j'espère qu'un petit podcast à la fois, puis une peinture à la fois, on va pouvoir faire notre différence. Puis pour vrai, je n'ai pas entendu beaucoup des podcasts ou des émissions de cette envergure-là sur le sujet du suicide. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a été un peu plus loin que ce qu'on peut entendre des fois. Je trouve ça comme cool, comme expérience. On l'a dit plus tôt, on est des pionniers au Québec puis au Canada, fait que... On s'est permis, de parler un peu les couleurs de l'intervention, tout ça, en espérant que tout ça, c'est correct. Je pense que ça valait la peine que les gens voient l'envers du décor, puis ouais, c'est des beaux humains comme Alexandra, puis... comme toi aussi, là. Ouais. Mais, tu sais, comme quoi aussi, que quand... Bon, c'est sûr, moi non plus, j'étais un peu moins dans de l'intervention, comme je suis devenue formatrice récemment, mais mes
les clients qui ont déjà eu à avoir un contact avec moi, ils ont eu le même contact qu'on a aujourd'hui, puis la même chose avec c'est Steve. humain, c'est ça. On est Aussi, authentique. puis c'est important. On est un être humain avec un autre. Là. Oui, on est dans une intervention, dans une gestion de crise, mais si on n'est pas authentique, on réussira jamais à la diminuer, cette crise-là. Fait qu'à quelque part, je pense, dans chacune des interventions, il y a un petit bout de nous autres aussi, tu sais. Fait que c'est bien important. Puis, tu sais, les gens qui hésitent à nous appeler, tu sais, vous perdez pas grand-chose à le faire, mais il y a tout à gagner, en fait, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, des fois, les gens peuvent avoir l'impression que la personne qui répond a l'air jeune, ou ci ou ça, ou elle n'a pas de vécu, mais, tu sais, pour avoir travaillé dans différents organismes, puis au CPS de Québec, tu sais, j'ai tout le temps apprécié l'expérience des collègues, la bienveillance, l'approche des collègues. Doutez pas des capacités des intervenants à pouvoir vous soutenir. Ouais, exactement. Ouais. Il y a une raison, sont bien soutenus. Puis, tu sais, les préjugés, ben ça se fait de tout et bord. C'est bien correct. T'sais, moi, je le dis des fois à la blague dans une formation, tu sais, que ben oui, tu sais, moi j'ai des tatouages, pas tout le monde qui ça va plaire, puis il y en a que c'est. Puis tu sais, quand on réussit à dépasser, quand la personne que j'accompagnais réussit à dépasser ses propres jugements, puis elle me rencontre dans ce que je suis, puis que moi, comme intervenant, je rencontre la personne, ben c'est là qui, dans de quoi de vrai, il y a comme un espace de vrai qui fait qu'on peut se dire les vraies affaires. Puis tu sais, on a reçu des confidences que probablement que bien des proches de ces gens-là ne savent pas. Là. Tu sais, c'est particulier. Puis moi, quand j'enseigne aussi, mettons, à l'Université Laval dans le domaine de l'intervention, puis le message que je fais tout le temps du pouce en formation, en enseignement, c'est prenez soin des gens que vous accompagnez. Ils ne sont pas obligés de vous confier ces morceaux-là. C'est intime quand ils vous parlent de leur douleur, de ce qui fait mal. Puis accueillez ça avec un grand respect, tu sais, parce que tu sais, ça, des fois, j'ai été confronté à des situations, je me suis dit, on en prend. Ouais, c'est important de prendre soin des gens qui osent s'ouvrir, tu sais, sont pas obligés de le faire, puis ouais. Eh bien, remercier, c'est moi qui vous remercie sincèrement. Merci Alexandra, merci Steve d'être venu. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir ton œuvre. Merci, Ah oui, Anne. vraiment. J'ai hâte de voir les tiennes aussi. On se voit le 10 mai. Sans faute au vernissage. Exact.